Pendant 14 ans, l'ayatollah Ruhollah Khomeini a été banni de son pays natal. De l'Irak voisin où il se réfugie pendant plusieurs années, il appelle à la guerre sainte contre le Shah d'Iran. Mais à l'automne 1978, le leader irakien Saddam Hussein fait au Shah une étonnante proposition. C'était pendant l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre des Affaires étrangères irakien est venu apporter un message de Saddam Hussein à son homologue iranien, dans lequel il proposait soit d'expulser Khomeini d'Irak, soit, si on préférait, de l'éliminer carrément. Le Shah préfère rester prudent. À l'époque, nous pensions que si quelqu'un nous débarrassait de Khomeini, il deviendrait un martyr, ce qui serait encore pire. Mohammad Reza Pahlavi règne alors sur l'Iran depuis près de 40 ans. Le Shah vit totalement coupé de son peuple et reste sourd aux appels à la démocratie. Il est maintenu au pouvoir par un service de sécurité intérieure particulièrement répressif, la SAVAK, et par une armée, la 5e du monde, équipée de matériel américain. Il laisse les vastes richesses pétrolières du pays profiter à une poignée de nantis. Et en introduisant la culture occidentale en Iran, il provoque la colère de millions de musulmans. Face à une telle situation, de nombreux mouvements d'opposition finissent par se rassembler autour de Khomeini. Les religieux s'en remettaient à Khomeini en tant que chef spirituel. Et les libéraux, même laïcs, et ils étaient nombreux, pensaient qu'il était le seul à pouvoir mobiliser les masses. C'est pourquoi ils le soutenaient eux aussi pour qu'il sorte l'Iran de l'oppression. Le gouvernement du Shah interdit les rassemblements publics. Au cours d'une manifestation à Téhéran, l'armée fait plus d'une centaine de morts. On attendait les instructions de Khomeini. Le message de l'imam a commencé à circuler. Il fallait tenir bon et rester dans la rue. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus quitté la rue. D'Irak, Khomeini sème la panique en Iran. Le Shah décline la proposition de Saddam de le faire assassiner, mais donne son accord pour l'expulsion. L'imam cherche alors refuge au Koweït. J'ai conseillé à M. Khomeini d'aller en Europe. Je lui ai dit, on n'a pas besoin de visa pour la France. On rentrerait sans problème. Et puis, rien ne vaut Paris en matière de politique internationale. Khomeini ne viendra jamais à Paris, même s'il s'installe à 18 km de la capitale. Un de ses partisans lui prête une maison à Naufle-le-Château, dans les Yvelines. La nouvelle se répand rapidement parmi ses fidèles dans le monde entier. Je faisais des études de physique à Chicago quand le docteur Ebrahim Yazdi m'a appelé. Il m'a demandé de venir les rejoindre et à 2 heures du matin, j'étais dans un avion pour Paris avec à peine 8 $ en poche. Une fois installé en France, Khomeini a facilement accès aux médias internationaux. So there is no alternative to fighting. Ces appels à la révolution embarrassent le président Valéry Giscard d'Estaing, qui est un allié du Shah. L'ayatollah Khomeini, il est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme, non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France.
Giscard envoie alors son ministre plénipotentiaire, Claude Chaillet, pour donner un avertissement à Khomeini. Je suis donc arrivé dans ce pavillon de banlieue, dans cette chambre vraiment dénudée. Ça m'avait impressionné. J'ai fait le rapprochement avec la cellule de moine. Il n'y a pas de canapé, il n'y a rien pour s'asseoir. Lui est assis par terre en tailleur, enturbané de noir, naturellement une barbe blanche, des yeux très vifs, scrutateur. Je lui dis, voilà, ces derniers jours, vous avez prononcé des philippiques enflammés contre le chef de l'État avec lequel nous avons des relations diplomatiques normales. Et donc, il n'est pas raisonnable que sur le territoire français, vous teniez des propos de caractère politique. Ah bon, Monsieur Khomeini a alors répondu « Je n'ai aucune intention de me mêler des affaires politiques de la France. Je me contente d'envoyer des courriers en Iran. Ce que les gens font en Iran une fois qu'ils ont reçu mes courriers, cela ne regarde pas le gouvernement français. » En réalité, la maison de Khomeini est une véritable imprimerie qui reproduit et diffuse ses déclarations. En Iran, quiconque porte sur lui les paroles de l'imam risque la prison. Quand nous recevions ces déclarations, nous allions dans une cabine téléphonique où nous les lisions à nos collègues dans d'autres villes. Ils les enregistraient ou bien les recopiaient. Le lendemain, la déclaration circulait dans tout le pays. Le pays tout entier se retrouve bientôt paralysé lorsque des grèves à l'initiative de la gauche reçoivent la bénédiction de Khomeini. Les chefs de l'armée font eux-mêmes des propositions pour mettre fin au chaos. J'ai pris nos propositions et je suis allé les présenter au Shah. Je lui ai dit, « Votre Majesté, il faut écraser la révolution, sinon nous allons être submergés. » Il a fait quelques pas, puis il m'a dit, « Vous me demandez donc d'agir contre la Constitution ?» Je lui ai répondu, « Nous sommes en train de perdre le pays, je vous en prie, il faut agir. » Il a refait quelques pas, puis il a dit, « Vous n'avez rien d'autre à me proposer. » Je suis resté un moment sans rien dire, puis il a rajouté, « Oh, je suis fatigué de tout ceci. » Les États-Unis sont pris de court, car depuis 30 ans, le Shah œuvre main dans la main avec les présidents américains pour barrer la route au communisme et aux mouvements anti-occidentaux au Moyen-Orient. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. 10 mois plus tard, ce commentaire du président Carter pourrait presque prêter à sourire. The question is beginning to arise how long the present government here can last, with almost daily fighting on the streets of Iran. C'est à l'ambassadeur des États-Unis et à son chargé d'affaires qu'il revient de répondre à cette question. Nous étions tous les deux invités à une soirée. Nous passions de groupe en groupe, séparément, pour discuter avec divers généraux et amiraux. Quand j'ai demandé au général Rabi comment évoluait la situation, il m'a répondu « Tout va bien ». Je suis alors allé voir l'amiral Habibolaï et je lui ai posé cette même question « Où en est la situation ?» On répondait, la situation est sous contrôle, l'armée est prête. On ne voulait pas admettre que le régime était en train de s'écrouler. Le pays était en plein chaos et personne n'osait parler de problèmes politiques, de désordre, rien. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le matin, je me suis précipité à l'ambassade et j'ai dit à mon supérieur, « Monsieur l'ambassadeur, ça ne va pas marcher. » Il m'a souri et il m'a tendu une liasse de feuilles qu'il venait de rédiger et qui portait le titre « Penser l'impensable ». Dans ce rapport, l'ambassadeur ne mâche pas ses mots. Le régime du Shah est en grand danger. Le président américain convoque aussitôt une réunion d'urgence. Nous pensions que les États-Unis auraient tout à gagner à maintenir le Shah en place.
On était inquiets. Si le Shah venait à être renversé, il y avait un risque que cela déstabilise non seulement l'Iran, mais toute la région. Mais sur la question de comment sauver le Shah, les conseillers du président sont divisés. Tout comme le secrétaire d'État Cyrus Vance, je pensais que la meilleure option pour le Shah était celle des réformes, d'organiser des élections anticipées et de prendre des mesures en matière de droits de l'homme pour gagner la confiance du peuple. Vous rétablissez l'ordre pour réaffirmer votre autorité, puis tout de suite après, vous lancez des réformes. Mais il faut d'abord qu'ils sachent que vous êtes le chef. Brzezinski était d'avis de dire clairement au Shah que les États-Unis ne s'opposeraient pas à une initiative un peu musclée de sa part. Il appelait ça la main de fer. Le message adressé au Shah n'est pas clair. On lui demande à la fois d'être dur avec les manifestants, tout en leur accordant des concessions. Le Shah convoque alors l'ambassadeur. Sa Majesté lui a demandé « Les États-Unis veulent-ils, oui ou non, que j'opte pour une approche plus ferme ?» Et là, l'ambassadeur Sullivan a dû répondre « Majesté, je n'ai pas d'instruction à ce sujet. » Évidemment, le Shah était très déconcerté. Sa Majesté était très fatiguée et triste. Elle était même très déprimée. Dans un message télévisé, le roi des rois prend le parti des révolutionnaires. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. Le Shah annonce aussi que sa famille et lui-même vont bientôt prendre des vacances prolongées. Les Américains décident qu'il est temps d'intervenir. Nous voulions être sûrs que le Shah bénéficiait encore d'un soutien dans son pays et que l'Iran n'allait pas s'effondrer. J'ai dit au président qu'il fallait voir comment allait se comporter l'armée iranienne. Pour cela, Jimmy Carter se tourne vers un général qui a servi en Iran. J'avais pour mission d'aller donner aux militaires iraniens l'assurance que les États-Unis les soutiendraient. Il devait vérifier si l'armée iranienne était prête à tenter un coup d'État et à écraser la révolution. Le général Weiser doit obtenir de l'armée qu'elle défende le trône en l'absence du Shah. Il nous a demandé quels étaient nos plans, si l'armée comptait reprendre la main. Alors, vous avez un plan? Qu'est-ce qui est prévu? Il nous fallait bien un plan. Ces amiraux et ces généraux étaient les premiers à dire qu'il fallait agir. Mais quand on leur demandait comment, alors là, il n'y avait plus personne. Le Shah ne nous avait jamais laissé l'initiative. Il avait trop peur que l'armée tente de gouverner le pays sans lui. Dans sa hâte, le général américain en oublie sa visite de courtoisie au Shah. Je n'ai jamais vu Sa Majesté aussi furieux. Pardonnez-moi l'expression, mais il a dit « Ce salaud est venu en Iran uniquement pour rencontrer les généraux. Et maintenant il veut me voir juste pour me dire au revoir. » Il m'a rappelé à l'ordre, comme seul le Shah pouvait le faire. Et il fallait voir la façon dont il vous fixait de son regard pénétrant à travers ses lunettes. Il m'a dit que je ne devais pas oublier qui était le roi des rois. I saw him only once when he accompanied the American ambassador to come and inquire about the date of my departure and even the hour of my departure. That's all I discussed with General Heiser. Avant son départ en vacances, le Shah nomme un nouveau Premier ministre, un modéré et ancien opposant à son régime, Shapur Bakhtiar. I hope that we can settle all dispute and misunderstanding between the king and the nation. We hope.
Une semaine plus tard, le Shah et sa femme quittent l'Iran. J'ai dû prendre un petit tranquillisant. Ce n'était pas dans mes habitudes, mais là j'ai dû le faire pour ne pas pleurer, pour ne pas être triste. Un colonel s'est prosterné devant Sa Majesté, il lui a attrapé les jambes et lui a dit « Nous ne vous laisserons pas partir ». Et Sa Majesté a répondu « Je reviendrai ». Pendant que j'étais dans l'avion, je regardais par le hublot et je me demandais « Est-ce que c'est la dernière fois que je vois mon pays ?» Ce n'est pas la première fois que le Shah fuit un soulèvement populaire. Déjà, en 1953, il avait quitté l'Iran. Mais les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient fomenté un coup d'État pour le remettre sur le trône. Cette fois-ci, les chefs d'État occidentaux sont réunis pour un sommet aux Caraïbes. Pour eux, le Shah est maintenant une cause perdue et seul le nouveau Premier ministre incarne l'espoir de conserver un Iran pro-occidental. Jimmy Carter demande au président Giscard de l'aider à convaincre Khomeini de rester loin d'Iran. Le président de la République me dit « J'ai reçu un message du président Carter qui me demande de le transmettre à Khomeini. » Je suis arrivé, j'ai retrouvé mon ayatollah. Je leur ai dit que c'est le souhait du président des États-Unis que naturellement il fallait laisser un peu de temps pour que Jabour Berktua puisse faire front aux difficultés de l'époque et que par conséquent il souhaitait que l'ayatollah diffère son retour en Iran. L'émissaire du gouvernement français lui a dit « Si vous ne soutenez pas le gouvernement Bakhtiar et qu'il échoue, vous aurez affaire à l'armée. » Pour nous, c'était une menace à peine déguisée de coup d'État militaire. Alors là, l'ayatollah Khomeini s'est fâché. Il m'a répondu, le président Carter doit comprendre, c'est que s'il veut que les relations se rétablissent normalement, il faut naturellement qu'il cesse d'appuyer des forces contraires aux vœux du peuple. Or, j'interprète les vœux du peuple. Khomeini demande à ses partisans de donner des fleurs aux soldats. Les manifestants criaient des slogans du genre « Frères soldats, nous vous donnons des fleurs, ne nous tirez pas dessus ». Parmi les soldats, il y a beaucoup d'appelés qui sont aussi des partisans de Khomeini. Ils désertent en masse et les révolutionnaires organisent des centres pour les accueillir. Nous avons demandé aux gens de donner des habits civils pour les déserteurs. Mais le problème, c'est que quand ils étaient à l'armée, ces soldats devaient porter les cheveux très courts. Du coup, la police militaire s'est mise à arrêter tous les hommes en civil qui avaient les cheveux courts. On a donc demandé à tous les jeunes gens de se couper les cheveux très courts. Une partie de l'armée est prête à tout pour stopper Khomeini. Nous cherchions des moyens de l'empêcher de rentrer. Il y a même quelques officiers parmi nous qui ont proposé que son avion ou son hélicoptère soit abattu en vol. En France, les conseillers de Khomeini ne savent pas quel moment sera le plus propice à ce retour. Un soir, l'imam est entré dans la pièce où nous étions réunis et il nous a dit « Il n'y a plus aucune raison que nous restions ici. Rentrons en Iran. » Et il a ajouté « Ce n'est pas la peine de m'accompagner. Ça pourrait être très dangereux. » On avait entendu dire que l'avion risquait d'être abattu. On a donc décidé d'embarquer beaucoup de journalistes comme garantie pour que l'appareil ne soit pas abattu.
I will not forget the hospitality of the French government and the French people and their sense of liberty. Pendant le vol, un journaliste de la télé allemande est autorisé à entrer dans la cabine de Khomeini. Le soleil se levait. C'était l'heure de la prière du matin. Je ne l'ai plus jamais revu d'aussi bonne humeur que ce matin-là. C'est la seule fois où je l'ai vraiment vu sourire. Une fois qu'il a eu terminé sa prière, il a tendu un dossier marron à Tabatabai. Sadek Tabatabai, parent de Khomeini, se voit confier le brouillon de la Constitution dans lequel l'ayatollah a exprimé sa vision d'une république islamique pour l'Iran. Un document particulièrement dangereux. Je me suis tourné vers le reporter allemand Scholl Latour alors que son caméraman était en train de nous filmer et je lui ai confié un document. Il m'a dit, si je me fais tuer ou arrêter à l'arrivée, gardez ce document en lieu sûr. Je ne lui ai jamais dit ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Mais ces inquiétudes sont inutiles. Alors qu'il descend de l'avion au bras d'un steward d'Air France, Khomeini est en train de mettre fin à 2500 ans de monarchie en Iran. Il y avait une marée humaine qui envahissait les rues. Il était trop tard pour tenter quoi que ce soit. L'homme qui a l'honneur de conduire la voiture de Khomeini ne s'attend pas à un tel débordement. On n'avait pas prévu qu'il y aurait tant de monde à l'aéroport. On ne pouvait rien contrôler. Les gens couraient à notre rencontre. On était coupé des autres voitures de l'escorte. Il y en avait qui sautaient sur le toit de la voiture. Il n'y avait plus moyen d'avancer normalement. À l'intérieur de la voiture, on aurait dit qu'il faisait nuit. L'imam voulait sortir. Il a essayé d'ouvrir la porte. Moi, je ne savais plus quoi faire. Les hommes de Khomeini parviennent à repousser la foule pour qu'un hélicoptère vienne le sauver de ses propres partisans. Dès que l'imam est monté dans l'hélicoptère, je me suis évanoui. À présent, les révolutionnaires s'en prennent aux postes de police et aux bases militaires. Chaque fois qu'ils se rendent maîtres d'un lieu, ils saisissent les armes. Au bout de 10 jours, les chefs militaires assiégés se réunissent. Tout le monde décrivait des situations catastrophiques. Le chef de l'armée de l'air avait dû s'échapper de son bureau par le toit en hélicoptère alors que sa base était attaquée. Les discussions durent toute la nuit. Le général Hatam a proposé que nous écrivions une déclaration selon laquelle l'armée s'engageait à rester neutre. On espérait que la neutralité aurait pour effet de calmer la situation pour éviter la guerre civile. L'un après l'autre, nous avons tous signé cette déclaration. Le lendemain matin, l'un des lieutenants de Khomeini reçoit un appel. Quand il a raccroché, il nous a annoncé que c'était l'armée et qu'elle venait de lui dire qu'elle s'engageait à ne plus s'opposer au peuple. Ça voulait dire que la révolution était terminée. On s'est tous félicités, on était heureux, on s'embrassait les uns les autres.
Le premier ministre du Shah fuit le pays et nombre de proches du souverain sont victimes d'exécutions sommaires. Le plus éprouvant pour les nerfs, je dois dire, c'était de voir dans le journal du matin tous ces gens qu'on avait bien connus et qui se retrouvaient à la morgue, le corps criblé de balles. Les États-Unis craignent que leur ambassade ne devienne une cible. Ils réduisent donc leur effectif de 2000 agents à moins d'une centaine. C'est alors que le Shah demande à pouvoir s'installer en Amérique. Ma position était qu'il était trop tôt pour accueillir le Shah. J'ai prévenu le président que cela risquait de provoquer une flambée de violence, de manifestations et autres menaces à l'encontre des États-Unis. Et le président Carter se laisse convaincre. Je savais qu'il ne fallait pas le laisser entrer aux États-Unis. Moi, j'étais d'avis de l'accueillir, parce qu'on l'avait toujours considéré comme un allié quand tout allait bien, et qu'il était de notre devoir de le traiter en ami, maintenant que les choses tournaient mal. Le président a dit « J'ai une autre question à vous poser. Imaginons que nous décidons de l'accueillir et que les employés de notre ambassade en Iran sont pris en otage. Que me conseilleriez-vous » Et là, silence de mort dans la salle. Et le président a dit « C'est bien ce que je pensais. » Pendant ce temps, Khomeini est en train de réaliser son rêve. Par voie de référendum, les Iraniens viennent de décider que leur pays sera désormais une république islamique. Le nouveau gouvernement exige du Shah qu'il rentre pour se soumettre à un procès. L'un après l'autre, les pays refusent l'asile au Shah d'Iran. Pendant des mois, il erre à travers le monde et finit par solliciter à nouveau les États-Unis. Un après-midi, je reçois un message disant que le Shah est atteint d'un cancer en phase terminale, qu'il demande l'autorisation de se rendre à New York pour se faire soigner. Le Shah a tenu ce cancer secret pendant 4 ans. Ses médecins en ont informé sa femme, mais elle-même n'a jamais évoqué le sujet avec son époux. Je sentais bien qu'il ne voulait pas qu'on le sache, et j'ai voulu respecter cette volonté. C'est pour cela que je ne lui ai jamais rien demandé. Cette fois-ci, Carter accepte de laisser entrer le Shah. Les États-Unis en informent le ministre iranien des Affaires étrangères, Ibrahim Yazdi. Cela faisait des mois que Carter refusait le moindre geste en direction du Shah ou de sa famille. Je le savais bien. Il nous a demandé de bien vouloir assurer la sécurité de l'ambassade américaine et de ses employés, comme nous étions tenus de le faire par convention internationale. Je n'oublierai jamais sa réponse « Nous ferons de notre mieux ». Il n'a pas dit « Nous nous portons garant de votre sécurité », il a dit « Nous ferons de notre mieux ». Je lui ai dit « Vous jouez avec le feu, c'est clair. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. » À ce moment-là, Ibrahim Yazdi est en route pour Alger à l'occasion de la fête de l'indépendance, de même que M. Brzezinski, conseiller en chef de Jimmy Carter. J'ai insisté auprès du ministre Yazdi pour qu'il rencontre Brzezinski. Cela voulait dire que la question était portée à un niveau de décision supérieur. Après les cérémonies, les deux hommes se rencontrent dans la suite de Brzezinski. Je lui ai dit que, tout d'abord, nous n'avions aucune intention d'utiliser le Shah contre le nouveau régime. J'ai même insisté sur le fait que ce dernier était un homme malade. Nous avons demandé aux États-Unis qu'ils autorisent nos médecins à examiner le Shah pour avoir un rapport indépendant sur son état de santé. Je ne voyais pas la nécessité d'une telle procédure, d'autant qu'elle aurait eu pour effet de mettre en doute l'honnêteté du gouvernement américain. Vous aurez beau déclarer que vous l'avez fait pour des raisons humanitaires, la nation iranienne ne l'acceptera jamais. On ne peut pas gober ça. Même si on essaie, le peuple ne voudra pas. Il ne se trompe pas. Un petit groupe d'étudiants occupe à présent le devant de la scène.
Et leurs actions n'ont cessé jusqu'à ce jour d'empoisonner les rapports entre l'Iran et l'Occident. J'étais convaincu que l'Amérique préparait quelque chose. Le leader étudiant organise une rencontre avec 4 camarades à l'université de Téhéran. Je leur ai dit, si on arrive à contraindre les États-Unis à extrader le Shah, ce sera une grande victoire pour la révolution. Et je propose d'aller occuper l'ambassade pendant 2 ou 3 jours et de prendre le personnel américain en otage. 2 de mes collègues n'étaient pas d'accord. L'un d'entre eux est Mahmoud Ahmadinejad, futur président de l'Iran. Ahmadinejad disait que cela risquait de renforcer l'Union soviétique et son ambassade en Iran. Pour lui, le principal danger dans les universités et dans la société tout entière, c'étaient les marxistes. Les religieux et les communistes se sont alliés pour les besoins de la révolution. À présent, Ahmadinejad craint que ces derniers ne gagnent du terrain. Les 3 étudiants favorables à l'occupation de l'ambassade américaine décident de continuer sans lui et vont consulter un religieux proche de Khomeini. Je les ai convaincus de mener à bien cette action, sans en parler à l'imam. Il nous a dit qu'il valait mieux que l'imam ne soit pas au courant à l'avance. 72 heures plus tard, des étudiants se rassemblent devant l'ambassade. On a fait croire à la police que c'était une autre manifestation et on s'est approché de l'ambassade. Puis j'ai donné l'ordre d'entrer en action. Au départ, on s'est dit, quelle tuile, cette manifestation va chambouler tout notre emploi du temps de la journée. C'est incroyable comme on ne s'inquiète jamais des bonnes choses au bon moment. Ensuite, tout s'est passé très vite. Des hordes d'étudiants ont commencé à escalader les murs. L'ambassadeur par intérim est prévenu alors qu'il sort précisément d'un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai dû faire demi-tour à toute vitesse et retourner auprès du ministre parce que c'est à lui qu'il fallait que je demande de l'aide. J'ai dit à M. Lengen, je vous avais prévenu de ce qui se passerait si vous laissez entrer le Shah. Je vous ai dit, vous jouez avec le feu. Je lui ai répondu, je sais bien, mais là, j'ai besoin de votre aide. Seul Khomeini peut régler cette affaire, mais il se trouve alors dans la ville sainte de Qom et c'est l'heure de la sieste. J'y suis allé en hélicoptère, de façon à être sûr d'arriver avant son réveil. À présent, des centaines d'étudiants ont pénétré dans l'enceinte de l'ambassade. Les Marines américains, en sous-effectif, ne tirent pas. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit, étant donné le chaos qui vous entoure, étant donné que vous avez perdu le contrôle du terrain, il vaut mieux vous rendre. Et c'est l'ordre que j'ai donné. Good evening. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. I have received assurances that they will be kept safe and well. The administration's problem is no one knows whom to blame for the takeover of the embassy. Foreign Minister Yazdi said the Iranian government would do its best to resolve the matter. Arrivé à Qom, le ministre Yazdi se rend directement auprès de l'imam. Je n'ai pas dit à M. Khomeini qui avait fait ça. Je lui ai juste raconté ce qui venait de se passer et il m'a répondu « Faites-les sortir de là ». Yazdi rentre donc à Téhéran pour délivrer l'ordre de Khomeini de mettre fin au siège. Mais au même moment, les étudiants dans l'ambassade cherchent à obtenir la bénédiction de l'imam pour poursuivre leur action. J'ai appelé celui qui nous avait conseillé en lui demandant de venir nous rejoindre au plus vite. J'ai accepté de leur servir d'intermédiaire. J'ai dit aux étudiants que je parlerai à l'imam de leur part.
Le religieux téléphone chez Khomeini où il parle à son ami Ahmad, le fils de l'imam. Et son fils, Ahmad, transmet à son père le message de Khomeiniya. Il lui dit que nous sommes des musulmans sincères et de vrais défenseurs de la révolution. Khomeini va se servir de cette initiative des étudiants pour promouvoir sa propre vision de l'Iran. Son message était le suivant: dites-leur qu'ils ont frappé au bon endroit et qu'ils tiennent bon. شما می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. Les étudiants exhibent leurs otages. Ils m'ont fait sortir. Il y avait des hordes de manifestants qui criaient « Mort aux otages ». On était comme des animaux dans un zoo. Khomeini vient de violer la convention qui permet aux diplomates de poursuivre leur travail en temps de crise. Et il est revenu sur l'ordre donné au ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yazdi, son fidèle partisan depuis son exil en Irak. Les ministres se réunissent en cellule de crise. Pour nous, cette prise d'otage était contraire aux intérêts du pays. Le docteur Yazdi a commencé à évoquer les conséquences diplomatiques et les mesures à prendre. Alors le Premier ministre s'est tourné vers lui et lui a dit « Si tu crois qu'on est toujours responsable de la politique étrangère, tu te trompes. » Il était très en colère et il a dit qu'il allait donner sa démission. Et pour finir, tous les ministres ont décidé de démissionner ensemble. En soutenant l'initiative des étudiants à l'ambassade, Khomeini a réussi à se débarrasser des éléments modérés du gouvernement. Un mois plus tard, il assume la nouvelle fonction de chef suprême, ce qui lui donne les pleins pouvoirs. Et les diplomates américains sont toujours retenus prisonniers. Nous avons fait savoir à l'ayatollah que si un seul otage était blessé, nous déclarerions l'embargo sur le commerce avec l'Iran en bloquant tous leurs ports maritimes. Mais nous ne sommes pas entrés dans les détails. Et si un seul otage était tué, je lancerai alors une action militaire. Is Iran now in effect at war with the United States? What do you mean by war? If you mean our armies against the United States armies, no, there is no such war. If you mean it is a battle of nerves, it is Carter's doing. But if the president says he refuses to return the Shah, and if the Imam says he will not free the hostages, then what can be the answer? He will not discuss He's not even going to listen to it. Khomeini repousse toute tentative américaine pour faire libérer les otages. 3 mois après la prise de l'ambassade, les États-Unis imposent des sanctions à l'Iran. ما از اقتصادی نمی‌ترسیم. ما از دخالت نظامی نمی‌ترسیم. اون چیزی که ما را می‌ترساند وابستگی فرهنگی است. Ils avaient 2 ou 3 équipes tournantes pour les interrogatoires. Ils m'ont frappé, ils m'ont suspendu par les poignets, ils m'ont fait marcher au milieu d'arbres avec les yeux bandés, ils m'ont ligoté comme un saucisson et tous les quarts d'heure, ils rentraient dans la pièce, ils me donnaient des coups de pied, me remettaient debout et me posaient des questions absurdes. Good evening. For the first time since the Iran crisis began 40 days ago, President Carter has indicated a glimmer of hope in the Mais ses espoirs sont déçus. Et tous les jours, les chaînes de télévision tiennent le compte des journées de détention des otages. Une fois son traitement terminé, le Shah quitte les États-Unis, mais Khomeini ne veut toujours pas libérer l'ambassade. It was seen around the world
Partout dans le monde, l'Amérique apparaissait comme incapable de régler ses problèmes. Ça a beaucoup fragilisé l'administration Carter, même à l'intérieur du pays. Cette crise a eu un impact très profond et néfaste sur le gouvernement, qui était comme paralysé. I don't know how much longer we can sit here and see them kept captive while the situation around them does deteriorate. Il considérait que notre honneur était en jeu, il savait qu'il fallait agir et il l'a dit. Nous avons commencé à réfléchir aux moyens de libérer les otages des mains des Iraniens. Le plan de libération va mettre les forces armées américaines à rude épreuve. Pas moins de 14 appareils seront nécessaires et ils devront traverser l'Iran sur des centaines de kilomètres. Après ravitaillement en carburant dans le désert, un groupe de 8 hélicoptères doit acheminer des commandos sur Téhéran pour prendre d'assaut l'ambassade, tandis qu'un autre groupe doit prendre le contrôle d'une base aérienne à l'extérieur de la ville pour permettre le rapatriement des otages. Ce plan n'est connu que du président et de quelques-uns de ses proches conseillers. Le secrétaire d'État Cyrus Vance est sceptique. Je me souviens qu'un jour il a dit « Cette mission ne peut pas marcher ». Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Parce que je connais bien la commission parlementaire de contrôle de la défense, que j'ai travaillé à la défense pendant des années, et je sais que ça ne marchera pas ». Alors que Cyrus Vance est en déplacement, Carter réunit ses proches conseillers. Nous avons décidé de convoquer une réunion de cabinet de sécurité nationale. Vance était alors à Miami. Il était représenté par Warren Christopher. Le président s'est tourné vers moi et m'a demandé d'énumérer de nouveau les solutions diplomatiques. Bien sûr, j'étais pris de court. Le sujet était tellement top secret que Vance n'avait même pas pu discuter avec moi de l'éventualité d'une opération de sauvetage. J'ai donc essayé de passer en revue quelles étaient ces solutions diplomatiques. Les principaux responsables, à commencer par moi, étaient d'avis de lancer l'opération, parce que la diplomatie était dans l'impasse. Et nous avons voté à l'unanimité pour cette opération de sauvetage. Pour envoyer les commandos et faire sortir les 52 otages, il faut 6 hélicoptères. On en prévoit 8, par sécurité. Nous avions décidé que s'il n'y avait pas assez d'hélicoptères pour libérer tous les otages, nous n'en libérerions aucun, parce que ceux qui resteraient sur place risquaient d'être exécutés. À partir d'un porte-avions basé en mer d'Arabie, les hélicoptères doivent parcourir 800 km au-dessus de l'Iran. Volant à basse altitude pour échapper au radar, ils sont pris dans une tempête de sable. 2 d'entre eux tombent en panne, et lorsque les autres se retrouvent au point de ravitaillement dans le désert, il apparaît qu'un 3e est victime d'une avarie. Résultat, ils ne sont plus que 5. Nous avons donc décidé de nous retirer, de laisser notre matériel sur place et de rapatrier les hommes. Et là, c'est le drame. Alors que les hélicoptères décollent, l'un d'eux percute l'avion de ravitaillement. Jimmy Carter est aussitôt informé. J'étais avec le président quand il a été prévenu. Il a demandé « Est-ce qu'il y a des morts ?» Je l'ai vu blêmir et il a dit « C'est ce que je craignais. » Bilan, 5 aviateurs et 3 commandos sont morts dans l'accident. Une tragédie humaine qui, en pleine année électorale, se transforme en désastre politique. Le Congrès ne sait toujours rien de cette opération. C'est au vice-président qu'il revient d'informer les chefs de groupe avant qu'ils apprennent la nouvelle par la presse. Vous imaginez d'ici les conversations pénibles au téléphone. Réveillés en pleine nuit pour apprendre cette nouvelle, ils disaient tous « Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ça? Comment on s'est fourré là-dedans? Comment ça, des morts ?» J'ai pris la parole à la télévision le lendemain matin à 6 heures pour dire au peuple américain ce qui venait de se passer et que tout était ma faute. It was my decision to attempt the rescue operation. It was my decision to cancel it when problems developed in the placement of our rescue team for a future rescue operation
The responsibility is fully my own. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ خدا ساقط کرد. Khomeini a beau pavoiser, les forces armées de sa République islamique sont en déroute. Avec les sanctions imposées par Carter, impossible d'obtenir des pièces de rechange pour le matériel. Et les généraux du Shah ont fui quand ils n'ont pas été exécutés. Pour Saddam Hussein, le moment est propice. J'ai dit à Khomeini, Saddam Hussein veut la guerre. Il a déchiré le traité qui nous liait. Nous devrions prendre des mesures pour éviter un conflit. La République islamique d'Iran est entourée d'États hostiles. Pour se défendre, elle a besoin de la levée des sanctions. Khomeini finit par se laisser convaincre d'entamer des pourparlers avec l'Amérique. Son négociateur rencontrera celui du président Carter en terrain neutre, en Allemagne de l'Ouest. On faisait les 100 pas dans le jardin de l'hôtel du ministère des Affaires étrangères et quelqu'un est venu nous prévenir que les Américains étaient arrivés. Warren Christopher a eu l'air surpris. J'étais vraiment très surpris. C'était un bel homme en veste de sport et pantalon de flanelle. Il avait l'air très américanisé. J'ai posé nos conditions, entre autres le retour des avoirs gelés de l'Iran et le remboursement des acomptes versés par le Shah au Pentagone pour la livraison de matériel militaire qui n'était jamais arrivé. Quant aux avoirs iraniens gelés aux États-Unis, je lui ai dit que cela faisait environ 5,5 milliards de dollars et que nous étions prêts à réunir cet argent pour le restituer à l'Iran. Nous avons trouvé un accord sur les 2 premières conditions dès le premier jour. Le deuxième jour, ils abordent la question épineuse de la fortune personnelle du Shah déposée sur des comptes bancaires américains. J'ai dit à M. Christopher que la fortune qu'il avait amassée était phénoménale, même pour un roi. Ça se montait à 20 milliards de dollars qu'il avait accumulés illégalement et qui appartenaient à l'Iran. Alors là, je lui ai dit, ça pose un vrai problème. Notre constitution nous interdit de restituer des avoirs revendiqués par quelqu'un d'autre. M. Christopher a dit qu'il devait consulter Washington avant notre prochaine rencontre. Et nous nous sommes séparés. C'est le 22 septembre 1980. Pour Carter, c'est le moment ou jamais de faire libérer les otages s'il veut favoriser ses chances de réélection en novembre. À l'aéroport, le pilote m'annonce que la tour de contrôle ne veut pas le laisser décoller. L'aéroport de Téhéran venait d'être bombardé par l'Irak. Le lendemain, l'Irak envahit l'Iran. 70 000 soldats irakiens passent la frontière. C'est le début d'une guerre qui durera 8 ans et fera 1 million de morts. L'Iran met fin aux négociations avec les États-Unis, convaincu que Washington est derrière l'invasion irakienne. Il n'a pas totalement tort. Nous avions été informés qu'une invasion était imminente. Un agent m'avait dit qu'il venait de se rendre en Irak pour rencontrer Saddam Hussein et son état-major et que l'Irak était sur le point d'envahir l'Iran. C'était une grande nouvelle pour nous et une réussite en termes de renseignement. Les États-Unis ne font rien pour empêcher l'invasion. Au contraire, même s'ils n'ont pas de relations diplomatiques avec l'Irak de Saddam Hussein, ils ne s'opposent pas à ce que d'autres pays lui viennent en aide. Ce qu'on disait à l'Arabie saoudite ou à la Jordanie sur notre perception de l'état de l'armée iranienne, on savait que ce serait forcément transmis à l'Irak. Où en étaient leurs forces armées? Leurs chars d'assaut étaient-ils en état de marche? Et leurs missiles solaires? C'était le type d'informations qu'on pouvait fournir à nos amis et on attendait d'eux qu'ils les transmettent à l'Irak. Au bout de 6 jours de guerre, alors que les troupes irakiennes continuent leur avancée en Iran, le Conseil de sécurité de l'ONU demande un cessez-le-feu sans exiger le retrait de l'Irak.
ce que l'Iran ne lui a jamais pardonné. Comment les Nations Unies ont-elles pu ne pas condamner un pays qui envahit son voisin et ne pas exiger qu'il retire ses troupes? Pourtant, l'ONU s'est contentée de demander un cessez-le-feu, ce qui revenait à dire qu'elle acceptait l'agression irakienne. À l'époque, j'étais responsable de l'achat de matériel militaire. Notre armée avait besoin de matériel, d'armes, de munitions. Très vite, je me suis rendu compte que nous n'étions pas seulement en guerre contre l'Irak. Le monde entier vendait des armes à Saddam. L'Iran manque cruellement d'armes, mais ne peut en acheter tant qu'il retient en otage les diplomates américains. Son Parlement vote donc la reprise des négociations avec les États-Unis. Mais la nouvelle arrive trop tard cependant pour sauver Carter de la défaite aux élections présidentielles. I promised you 4 years ago that I would never lie to you, so I can't stand here tonight and say it doesn't hurt. Carter est maintenant déterminé à faire libérer les otages pendant les 2 mois qui le séparent de la prise de fonction de Ronald Reagan. Les négociations se déroulent en Algérie. Dernier sujet de litige, les 9,5 milliards de dollars de capitaux du gouvernement iranien bloqués dans les banques américaines depuis la prise de l'ambassade. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères, on pourra réunir 7,9 milliards de dollars, pas plus. Et il est dans votre intérêt d'accepter parce qu'une fois le président Reagan en fonction, vous aurez plus de mal à négocier. Ce sera la dernière proposition des Américains. Après 2 jours et 2 nuits de négociations, je suis retourné dans ma chambre pour prendre une douche et là, je reçois un coup de fil du ministre des Affaires étrangères qui me dit « Je crois qu'on est d'accord ». Je suis donc retourné signer les documents dans les mêmes vêtements que je portais depuis 3 jours. Mais l'Iran refuse de libérer les otages tant que les États-Unis n'ont pas livré l'argent. Et Carter quitte ses fonctions dans 36 heures. Il y avait toutes sortes de détails techniques à régler. Des banques dans 3 ou 4 pays différents avec des tas de comptes bloqués. On avait fini par en conclure que c'était infaisable dans un délai si court et qu'ils allaient devoir attendre l'administration suivante. Je ne me couchais plus. Je restais debout et je gérais tous les détails de cet accord. Les 7,9 milliards de dollars d'avoirs iraniens répartis dans plusieurs banques à travers le monde attendent donc d'être rassemblés. L'un des principaux établissements était la Banque d'Angleterre, qui détenait environ 2 milliards de dollars d'or en lingots appartenant à l'Iran. Il a fallu convaincre Mme Thatcher de lâcher ces 2 milliards. Okay, so the Bank of England has certified the depository? Right on, man, that's great, that's great. Cela fait un obstacle en moins, mais ce n'est pas fini. Tout d'un coup, silence radio. Il ne se passait plus rien. On a fini par découvrir qu'il y avait un officier du Trésor américain qui désapprouvait cet accord. Un officier dont la signature était nécessaire pour faire avancer le dossier et qui était rentré chez lui. Alors le président des États-Unis a dit « Cette personne est renvoyée. » Voilà comment on a pu passer outre. Les otages sont retenus depuis 15 mois, souvent à l'isolement. 2 heures avant l'investiture de Reagan, ils sont enfin réunis. Nous avions tous les yeux bandés. Je me souviens m'être énervé contre un des preneurs d'otages qui nous poussait dans le car. Il n'arrêtait pas de nous brutaliser. Les otages arrachent leurs bandeaux et se rendent compte qu'ils sont sur la route de l'aéroport. À Washington, le vice-président et le président se préparent à partir pour l'investiture de Reagan. En quittant le bureau ovale, j'ai vu Gary Sick, assis sur son petit fauteuil à côté de celui du président. Il attendait au téléphone qu'on lui dise s'il y avait des nouvelles des otages. Je continuais à écouter les nouvelles de Téhéran d'une oreille pour voir où étaient les otages et ce qui se passait. Les otages atteignent l'aéroport de Téhéran.
On s'est fait frapper, crier dessus par des dizaines de preneurs d'otages et les gardiens de prison sur tout le chemin qui séparait le quart de la passerelle de l'avion. On ne s'était pas vu depuis 444 jours, alors on s'embrassait. C'était de grandes retrouvailles. Mais les avions restent sur le tarmac. Carter était désespéré parce qu'il avait cru que les otages seraient rentrés avant la fin de son mandat. Nous sommes partis en limousine pour la cérémonie d'investiture. Bien sûr, j'étais en contact direct avec nos services de renseignement dans le monde entier. Avec la révolution islamique en 1979, l'Occident perd un puissant ami, le Shah d'Iran. Très vite, le nouveau régime menace de déstabiliser les pays producteurs de pétrole, alliés de l'Occident. Lorsque Saddam Hussein envahit l'Iran, c'est donc bien volontiers que les pays occidentaux lui fournissent des renseignements et des armes. Des armes chimiques, entre autres, dont Saddam n'hésite pas à se servir. Les chefs militaires des gardiens de la révolution iranienne vont alors inspecter les champs de bataille. J'ai fait moi-même le déplacement sur les lieux des bombardements. De loin, on aurait dit qu'ils étaient vivants, prêts à défendre leur position. Mais quand on s'approchait un peu, on voyait qu'ils étaient morts et fossilisés. Tous ceux qui étaient près de l'impact se retrouvaient comme pétrifiés dans la position où ils étaient. Il y en avait qui étaient suspendus aux fenêtres, d'autres qui étaient tombés dans la rue. L'Iran demande alors le soutien des Nations Unies. Et c'était une violation de la Convention de Genève. Les membres du Conseil de sécurité n'étaient pas intéressés à se mettre à dos, n'est-ce pas, le régime de Saddam Hussein. Le fait qu'un tel crime ait pu se prolonger sur plusieurs années, sans aucune réaction de la part des Nations Unies, cela a jeté la honte sur le Conseil de sécurité. C'est vraiment très déséquilibré quand l'un des adversaires utilise des armes chimiques. Évidemment, on avait envie que cela cesse, mais en même temps, on ne voulait pas que l'Iran gagne la guerre. La haine entre l'Iran et l'Occident a atteint de telles proportions que même les conventions internationales sont négligées. Dans cet épisode, les dirigeants de part et d'autre évoquent ce qui les a poussés à prendre certaines décisions et comment ils ont tenté de réparer les dégâts qu'ils avaient provoqués.